Surprise au premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Călin Georgescu, candidat indépendant d'extrême droite peu connu, est arrivé en tête dimanche avec plus de 22% des voix. Manifestation massive à Tbilissi avant la première réunion des députés nouvellement élus. Les manifestants et les opposants accusent le parti au pouvoir d'avoir truqué les élections parlementaires. Après de longues négociations et des frustrations, les pays riches débourseront 300 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Josep Borrell à Beyrouth pour s'entretenir avec le commandant de la FINUL, une rencontre qui a lieu quelques jours après une explosion sur une des bases de la mission causée par une frappe du Hezbollah. Les membres de la diaspora libanaise en France inquiets sur le sort de leurs proches. Euronews a rencontré 3 d'entre eux. Un candidat populiste d'extrême droite a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie dimanche. Le candidat indépendant Călin Georgescu a obtenu plus de 22% des voix, après une campagne menée sur les réseaux sociaux et axée sur la souveraineté de la Roumanie. Il s'est également exprimé à plusieurs reprises contre l'aide militaire en Ukraine et a multiplié les déclarations en faveur de la Russie et contre l'OTAN. Autre coup de tonnerre, le Premier ministre sortant Marcel Ciolacu ne sera finalement pas présent au second tour. Et ce alors qu'il était donné favori dans les sondages. Avec 19,15% des suffrages, il a été dépassé par quelques milliers de voix à peine par Elena Lasconi de l'Union Sauver la Roumanie de centre droit, dans les dernières heures du dépouillement lundi. Cette ancienne journaliste reconvertie dans la politique a déclaré vouloir rassembler la diaspora roumaine et veiller au bon fonctionnement des institutions de l'État. Dernière surprise majeure de ce scrutin, George Simion, le leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains d'extrême droite, termine en 4e position avec un peu moins de 14% des voix. C'est donc un choix totalement inédit et inattendu qui attendra les Roumains dans les urnes pour le second tour le 8 décembre, entre 2 candidats peu connus du grand public. 13 candidats se sont présentés à la présidence de ce pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Au total, les candidats d'extrême droite ont rassemblé plus d'un tiers des voix, environ 36,5%. En Roumanie, le président a un mandat de 5 ans et dispose de pouvoirs de décision importants dans des domaines tels que la sécurité nationale et la politique étrangère. Un accident d'avion a fait au moins un mort en Lituanie ce lundi, près de Vilnius. Il s'agit d'un avion cargo de DHL qui se serait écrasé sur une maison dans la matinée alors qu'il se trouvait dans la phase d'approche non loin de l'aéroport. D'après les autorités locales, 3 blessés ont été transportés vers un hôpital. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures. 2 pilotes ont pu être extraits du cockpit. Une douzaine de personnes ont été évacuées selon les pompiers qui luttaient contre les flammes dévorant un bâtiment près de l'habitation sinistrée. Selon les autorités aéroportuaires, l'appareil était en provenance de Leipzig en Allemagne. Il se serait écrasé près d'1h30 après avoir décollé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident qui restent inconnues pour l'instant. Nouvelle manifestation dans le centre de Tbilissi. Ce dimanche, la veille de la première réunion des députés nouvellement élus, des milliers de personnes se sont réunies devant le Parlement géorgien pour protester contre les résultats des élections d'octobre, qu'elles estiment truquées par le parti au pouvoir Rêve géorgien. Les membres des partis d'opposition ont également annoncé leur refus de participer aux activités parlementaires. Protests will be going all night, and tomorrow they have to hear our voices that these elections have been rigged, and they don't have legitimacy of Georgian people, and they don't have legitimacy of international community. Les opposants soupçonnent également la Russie voisine d'ingérence électorale. Après plusieurs heures de suspense le 28 octobre dernier, la Commission électorale centrale géorgienne a déclaré que le Rêve géorgien avait remporté environ 54% des voix et rejeté les allégations de fraude. Les observateurs européens présents sur place ont déclaré que l'élection s'était déroulée dans une atmosphère conflictuelle, marquée par de la corruption, du bourrage d'urnes et de la violence physique. La présidente Salomé Zourabichvili a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle ferait appel du résultat des élections devant la Cour constitutionnelle. De son côté, l'Union européenne a suspendu indéfiniment le processus de demande d'adhésion de la Géorgie après que le Parlement, sous l'impulsion du parti Rêve géorgien, a adopté une loi controversée sur l'ingérence étrangère. Celui-ci a également fait passer des lois similaires à celles utilisées par le Kremlin pour réprimer la liberté d'expression et les droits LGBT.
La COP29 s'est achevée à Bakou et comme beaucoup d'autres avant elle, cette 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a eu besoin de plus de temps pour parvenir à un accord global. Aux premières heures de ce dimanche, les délégués des 197 pays, épuisés par les négociations, ont finalement trouvé un compromis sur la question la plus cruciale de la COP, un nouveau régime de financement de la lutte contre le changement climatique. Like any insurance policy, it only works if premiums are paid in full and on time. Promises must be kept to protect billions of lives. Le montant convenu et garanti par les nations développées est avec 300 milliards de dollars par an, bien inférieur à ce que les pays en développement avaient espéré. Alors que ces derniers avaient exigé 1000 milliards, de nombreux délégués ont clairement exprimé leur frustration. Toutefois, comme d'autres l'ont souligné, le compromis a été accepté malgré tout, car on s'attend désormais à ce que cette somme serve de base pour atteindre l'objectif que les experts jugent nécessaire, à savoir 1300 milliards d'argent injectés annuellement. It was very important for the African group to have that number, 300 billion by 2035, as a floor and not a ceiling. And we've been able, very late in the negotiation, to add the term at least to ensure that this can only be a starting base, a minimum, due to the vast needs of developing countries. Les contributions volontaires des pays riches non incluses dans le groupe des nations développées de la Convention de 1992, comme la Chine et la Corée du Sud, sont censées aider à atteindre ce plafond, de même que les banques multilatérales de développement, les investissements du secteur privé et les recettes provenant des taxes et des marchés du carbone. Comme la plupart des délégués, le commissaire européen chargé de l'action pour le climat a souligné qu'un accord conclu dans une période géopolitique difficile était particulièrement important. Mais il a également mis l'accent sur une question qui tient à cœur à l'Union européenne et sur laquelle des progrès ont été accomplis. Ladies and gentlemen, another topic that was on our minds this week is reducing emissions. It was not the focus of this COP, but we wanted more, because the world needs more of it. And even though the UAE consensus was attacked, we did move forward, even though it was just a bit. We did manage to safeguard Dubai and take some steps forward. It is less than what we have liked, but it is better than we feared. L'année prochaine, la conférence des Nations Unies sur le climat se tiendra dans la ville brésilienne de Belém, où l'atténuation des effets du réchauffement et la disparition de la forêt amazonienne occuperont une place centrale. Le chef de la diplomatie européenne a déclaré que les soldats de la paix de l'ONU stationnés dans le sud du Liban bénéficiaient du soutien ferme de Bruxelles après avoir rencontré leur commandant, le lieutenant-général Haroldo Lazaro, à Beyrouth ce dimanche. Une rencontre qui intervient quelques jours après que 4 soldats italiens ont été blessés, après l'explosion de 2 roquettes sur une base de la FINUL à Chama, tirées apparemment par le Hezbollah. Josep Borrell a rappelé que les attaques contre le personnel de la FINU étaient totalement inacceptables et a déclaré que les soldats de la paix jouent un rôle clé dans un environnement de plus en plus difficile. Au même moment, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes aériennes sur Beyrouth jusqu'à dimanche soir, après que le Hezbollah ait tiré environ 250 roquettes sur Israël. Au moins 7 personnes ont été blessées. L'armée libanaise affirme qu'un autre bombardement de Tsahal sur un centre militaire dans le sud-ouest aurait tué un soldat et blessé 18 autres. L'armée israélienne a déclaré de son côté que ces opérations étaient dirigées uniquement contre les militants du Hezbollah. C'est pour ça que nous sommes tous ici réunis, toute la diaspora, les groupes, les différents... Des centaines de manifestants libanais se sont rassemblés dans le centre de Paris ce dimanche. Leur principale revendication, un cessez-le-feu immédiat dans leur pays. Depuis le début des affrontements entre Israël et le Hezbollah, il y a un an, plus de 2000 personnes d'origine libanaise ont été tuées. Des milliers de ressortissants franco-libanais qui observent le conflit à distance se disent remplis de colère et de culpabilité. Ils se trouvent à plus de 4000 km du Liban, mais le conflit les touche de très près. Au cours des dernières semaines, les forces israéliennes ont mené d'importantes frappes aériennes sur la capitale Beyrouth et le sud du Liban. Voici les conséquences d'une frappe israélienne sur un village du sud de la vallée de la Bekaa. En conséquence, la maison familiale de Mayad Sleiman, que l'on voit dans cette vidéo, n'est plus habitable. Ce médecin franco-libanais dit qu'il se sent extrêmement coupable de vivre en France. Je me sens totalement coupable de ne pas être là-bas parce que
j'aurais pu donner un coup de main. Moi, je vis au rythme des messages qui m'annoncent le décès d'un ami, le décès d'un cousin, d'un ami d'enfance dans le village, d'une connaissance dans Beyrouth, d'un collègue, etc. Et ça, c'est très, très compliqué. Nombreux sont ceux qui disent que leur vie quotidienne est rythmée par les notifications des réseaux sociaux, essayant de savoir si leurs proches sont à l'abri du dernier bombardement. On passe beaucoup de temps à suivre l'actualité, bien que cela ne change évidemment rien à la situation sur le terrain, mais c'est un moyen effectivement de faire baisser la pression pour nous et de s'assurer à tout moment que nos très proches, en tout cas, n'ont pas souffert. C'est effectivement de suivre l'actualité de la façon la plus immédiate possible. Malgré le conflit, de nombreux ressortissants franco-libanais que nous avons interrogés ne souhaitent pas rester en France. C'est le cas de cette chercheuse qui va retourner à Beyrouth à la fin du mois. Ma vie est là-bas. Vous savez, ce n'est pas facile de partir, même quand on est franco-libanais. Ma voiture est garée là-bas, mon appartement est là-bas, mon travail est là-bas. Je vais venir ici. Quand tu n'as pas tu faut rechercher du travail pour se réinstaller, il faut trouver un logement. Donc ce n'est pas facile. Donc moi, j'ai voulu faire ce déplacement comme prévu, en faisant ma petite prière et en me disant, voilà, je vais retourner et tout va être encore à sa place. C'est dur de se dire, tout va être encore à sa place et tout le monde va être là. Ce dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite au Liban, a appelé à renforcer la pression sur Israël et le Hezbollah pour qu'ils parviennent à un cessez-le-feu.